qui vous présentera les étapes de Parcoursup et la façon d'aborder cette période qui s'ouvre bientôt pour vous, élèves, et la façon d'anticiper dès maintenant votre positionnement à travers ce cheminement qui est votre orientation cette année. Merci à vous, Monsieur Teilhard, d'être parmi nous, de nous être fidèles pour la 3e édition des SAS. Nous sommes très heureux de vous avoir avec nous. Je remercie les membres du réseau Abibac présents qui se sont investis également tout au long de ces conférences depuis 3 semaines maintenant. C'est la dernière et nous allons donc vous écouter sur les phases et le déroulé de Parcoursup version 2023. Merci, Monsieur Teilhard, c'est à vous. Merci beaucoup de m'accueillir. Bonjour à toutes et tous. Je vous propose qu'on fasse un petit tour d'horizon de ce qu'est Parcoursup, de ce que veut dire Parcoursup et puis du calendrier de Parcoursup. Et puis, on aura évidemment peut-être des questions, des échanges de questions-réponses. Donc, évidemment, je suis disponible pour cela aussi. Alors, si je vous propose qu'on commence par passer à la première diapo. Alors, pour revenir en 2 diapos sur ce que sont les engagements de Parcoursup, donc ce qu'est Parcoursup, entre guillemets, avant d'y revenir sur son calendrier. Alors, Parcoursup, c'est d'abord un principe, on va peut-être, si on y arrive, je laisse me dire. Voilà, non. Ça ne peut pas défiler. Ça y est, on y arrive. Super, merci beaucoup. Alors, le principe de Parcoursup, d'abord l'exhaustivité. Parcoursup rassemble l'ensemble des formations reconnues par l'État qui auront un diplôme reconnu par l'État. Elles sont de l'ordre de 21 000. Ce sont à la fois des formations sous statut étudiant, c'est à peu près un peu moins de 14 000, et puis des formations en apprentissage. L'apprentissage se développe. Évidemment, c'est pas loin d'être une marque franco-allemande, même si c'est une marque allemande au départ. Mais en tout cas, on y vient beaucoup et il y a une grande diversification de ces formations en apprentissage qui vous sont proposées. Deuxième chose, c'est un principe de simplicité. Parcoursup, c'est un seul site, c'est un seul calendrier, c'est un seul dossier à constituer. Pour tous ceux qui sont adultes autour de cette scène virtuelle, ils savent ce que ça représente en termes de simplification, puisque auparavant, c'était une école, un dossier et la course pour essayer de l'identifier. Là, vous avez accès à tout facilement et la constitution du dossier est assez simple, puisque, mis à part quelques éléments que vous aurez à produire, et j'y reviendrai, le reste des éléments, nous les récupérons directement auprès de vos lycées de manière à ce que ça soit facilitant pour vous. Troisième principe, c'est celui de liberté de choix. C'est vous qui choisissez les formations qui vous intéressent et j'allais dire que le principal critère, ça doit être celui de l'intérêt par rapport à votre parcours d'études et aux études que vous souhaitez faire. Vous n'avez pas à classer les formations que vous choisirez, au moins au départ. Vous aurez évidemment, à la suite, au moment où vous recevrez des propositions d'admission, à faire des choix entre plusieurs propositions qui pourraient vous être formulées, mais au départ, vous n'avez pas à faire classer et chaque candidature est examinée de manière individuelle, de manière, il n'y a pas de relation entre elles, donc peu importe ce que vous prenez, entre A et B, il n'y a pas de relation, pour chacune, vous aurez une réponse. L'élément qui est associé à cette description, c'est que, et c'est pour couper court aux rumeurs, aux légendes urbaines, rurales, tout ce qu'on veut autour de Parcoursup, ça n'est jamais Parcoursup qui choisit votre affectation, ça n'est jamais Parcoursup ou un algorithme de Parcoursup qui a examiné votre candidature. Ce sont des responsables de formation de l'enseignement supérieur qui examinent votre dossier et vous font des propositions d'admission à travers Parcoursup auxquelles vous êtes amené à répondre à partir du mois de juin. Si on change de slide, on arrive à un autre principe qui est celui de transparence, que l'on va essayer de décliner de manière plus importante cette année pour vous permettre d'identifier quels sont les critères
celle juste précédente, pardon, les critères voilà, qui sont ceux que des formations et par lesquels elles vont analyser votre candidature. Et vous aurez à partir du 20 décembre, j'y reviendrai après, les nouvelles fiches de formation à travers le nouveau moteur de recherche Parcoursup et vous pourrez voir l'ensemble de ces éléments qui ont été décidés et définis par les formations. Le principe d'accompagnement personnalisé tout au long de la procédure, c'est un accompagnement qui peut se faire auprès de votre lycée à travers les professeurs principaux principalement, mais qui se fait aussi à travers la plateforme, à travers l'ensemble des outils qu'on mettra à votre disposition et des informations qu'on mettra à votre disposition. Et puis, lorsqu'on n'a pas reçu de proposition, ça peut arriver chaque année, eh bien, il y a même un accompagnement proposé par le rectorat pour ceux qui n'ont pas eu de solution pour essayer de les accompagner au mieux de leur projet. Dernier élément, la prise en compte de profils pour l'égalité des chances. Mais j'y reviendrai aussi tout à l'heure, parce que c'est compte tenu des caractéristiques passivement de votre formation et de votre scolarité, on prend en compte des profils comme celui qui est le vôtre, de conduire une scolarité BIBAC. Donc, ça fait aussi partie des éléments que progressivement nous intégrons, mais nous avons donc à la fois une logique globale, mais une logique de prise en compte aussi des profils des candidats de manière à les accompagner au mieux. Alors, si on passe sur le calendrier Parcoursup, sur la diapo suivante, vous voyez finalement trois grandes étapes. On va arriver à partir prochainement dans le cœur de la première étape, qui est le 20 décembre, j'y reviendrai après. Une étape qui sera importante pour vous du 18 janvier jusqu'au 6 avril, dans lequel vous formulez des vœux, vous finalisez votre dossier, et puis ensuite une phase d'admission qui démarre au 1er juin et s'étend jusqu'au 13 juillet avec l'objectif que l'essentiel des lycéens aient pu avoir une proposition stabilisée avant les départs en vacances. Si on passe à la diapo suivante, un petit focus sur cette première période, qui est la première période dans laquelle qui pour moi est une période de découverte, d'information, dans laquelle finalement l'intérêt c'est de pouvoir échanger au maximum pour essayer de confronter les idées que l'on a ou les idées qu'on n'a pas avec des responsables, avec des étudiants, pour poser des questions qui vous intéressent de manière à essayer de déterminer quel est le projet d'orientation que j'ai envie d'avoir, de le mûrir. Vous avez le droit de ne pas savoir, vous avez le droit d'hésiter. Je pense qu'il faut l'intégrer. C'est précisément pour ça que nous prévoyons sur Parcoursup de ne pas vous demander de classer, parce que demander de classer, c'est donc faire une hiérarchie. Or, on sait qu'à ce moment-là de l'année, vous n'avez peut-être pas encore d'idée complètement arrêtée. Il faut éviter de se stresser en faisant un exercice un peu inutile. Il y a une date à retenir, c'est le 20 décembre, donc en début de semaine prochaine, dans lequel nous ouvrirons le site d'information Parcoursup pour que vous puissiez découvrir l'offre de formation 2023. Alors, vous pouvez déjà aujourd'hui aller sur Parcoursup, vous voyez l'offre de formation 2022. Là, on aura plus de précision et progressivement s'inscriront toutes les formations qui seront disponibles sur toute l'année 2023. Si on passe à la slide suivante, quand on parle de formation, il faut avoir en tête, voilà, il y a 3 types de formations sur Parcoursup. Alors, les formations en apprentissage, je dis d'un mot, ce sont des formations dans lesquelles on alterne entre une formation académique dans un centre de formation d'apprentis et une formation pratique dans une entreprise. Et évidemment, la caractéristique, c'est que vous êtes salarié d'une entreprise, vous êtes apprenti, et ou à la fin, vous avez exactement le même diplôme. Si je prends un exemple, parce qu'il y en a beaucoup en BTS, vous avez un BTS commerce international, vous pouvez le passer à la fois sous statut étudiant ou sous forme d'apprenti, vous aurez le même diplôme à la fin, mais l'apprentissage est généralement un bénéfice en termes d'insertion professionnelle. Vous avez les formations qu'on appelle non sélectives. Ce sont les formations qui sont à l'université. Alors, non sélectif, c'est, comme on dit dans certaines langues étrangères, des fois un peu un faux ami. C'est-à-dire que ça ne veut pas pour autant dire qu'il ne peut pas y avoir une très forte demande sur ces formations-là. Je vais donner 2 exemples. Les formations de santé, les PASS, ils sont généralement très demandés et ce sont des formations non sélectives. De même, les licences de droit, par exemple à Paris 2, c'est une formation très demandée, elle est non sélective. Non sélective, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que son seul point de repère pour l'examen des dossiers, c'est remplir la capacité d'accueil, mais qu'elle remplit jusqu'à sa capacité d'accueil. Alors qu'une formation sélective,
elle peut très bien écarter votre dossier, vous apporter une réponse négative parce qu'elle considère que votre dossier n'est pas suffisant en termes de niveau pour réussir dans cette formation. C'est voilà, cette forme de distinction. Les formations non sélectives, c'est les licences de l'université. Elles sont c'est des formations qui offrent le plus de place sur Parcoursup. Les formations sélectives, dont vous voyez la description à l'écran, ce sont des formations extrêmement diverses dans leur modalité. L'intérêt de Parcoursup, c'est que, comme vous voyez à la fin, vous avez une fiche de formation standardisée. C'est-à-dire que toutes les fiches formation se présentent sur le même modèle. L'intérêt, on le voit assez vite, il suffit que vous alliez sur 2 ou 3 établissements aujourd'hui pour essayer de trouver de l'information. Vous y trouveriez une hiérarchie de l'information qui est différente d'un site à l'autre, et puis parfois un niveau de granularité de la formation qui est très hétérogène. Là, l'intérêt avec la fiche formation Parcoursup, c'est que vous avez les mêmes informations présentées de la même manière pour toutes les formations, et donc c'est plus facile pour comparer. Et notamment, voir le statut de l'établissement, public-privé, la nature de la formation, est-ce qu'elle est sélective, non sélective, quels sont les admis de l'année N-1, quels étaient leurs profils, les frais de scolarité, des possibilités de poursuite d'études. Voilà, tous ces éléments-là, vous pouvez les consulter. Je vous encourage vraiment à les consulter. C'est un point d'appui pour vous. On passe à la slide suivante. 2 points de repère à utiliser. Alors, pour ceux qui sont peut-être encore loin d'avoir trouvé ce qu'ils ont envie de faire. Le site Terminal 22-23 de l'ONICEP est un site dans lequel vous pourrez trouver de l'information sur les métiers, sur les filières de formation, avec des fois des vidéos très concrètes. Je pense que c'est un site d'exploration entre guillemets. Et puis, il y a le site Parcoursup avec le moteur de recherche Parcoursup. Alors, il va un petit peu évoluer, mais globalement, vous retrouvez les mêmes types de principes avec une carte à droite et puis des filtres et l'apparition de vos résultats de recherche à l'écran sur la gauche. L'intérêt, c'est qu'il vous permet de découvrir l'ensemble de l'offre de formation. Il vous permet aussi d'identifier des formations qui sont similaires parce qu'on a souvent tendance à penser qu'il n'y a qu'un seul chemin qui mène à Rome. Alors, l'histoire et le dicton dit l'inverse. Et ce n'est pas à tort. Il y a évidemment souvent plusieurs formations qui peuvent conduire au même environnement professionnel. Et donc, l'intérêt de la carte, c'est aussi de vous ouvrir finalement les opportunités plutôt que de rester recentré sur des choix limités. Le deuxième élément, c'est qu'on vous affichera le taux d'accès. Qu'est-ce que c'est le taux d'accès sur Parcoursup? C'est l'indice en quelque sorte qui mesure est-ce que ces formations est très demandée ou est-ce que tous les candidats qui l'avaient demandé finalement ont été admis dans cette formation. C'est un point d'élément qui peut vous servir de repère aussi pour diversifier vos vœux entre des formations très demandées puis des formations qui le seraient un petit peu moins. En slide suivante, quelques bons réflexes. Un, vous retrouverez sur Parcoursup des lives qu'on organise très régulièrement à toutes les phases de la procédure et qui sont évidemment accessibles. Et puis, c'est l'échange, parce qu'il n'y a jamais de questions idiotes quand il s'agit de déterminer son projet futur. Échanger au sein de votre lycée, échanger avec des responsables de formation. Vous trouverez sur le site Parcoursup et sur chaque fiche de formation les dates des journées portes ouvertes. Elles peuvent être virtuelles, elles peuvent être en présentiel. Et ces journées de formation, moi j'y insiste, c'est une double occasion. La première occasion, c'est de se rassurer. Et je crois que ça n'a pas de prix de se rassurer aussi en se confrontant. Moi, je suis responsable d'une plateforme qui est numérique et pour autant, je ne jure que par l'humain, encore de l'humain, toujours de l'humain. Il faut toujours arriver à faire l'alternance entre l'information que le site Parcoursup peut vous amener et puis l'échange réel qui vous permet de confronter, de vous rendre compte vraiment est-ce que cette formation m'intéresse ou pas. Vous pouvez échanger avec des étudiants. Là aussi, c'est une autre manière de se renseigner et souvent qui est utile parce qu'ils peuvent vous donner des choses de réalité concrète. Voilà, c'est difficile le premier trimestre, puis quand on s'accroche, ça va mieux après. Voilà, c'est des genres de choses qui peuvent aussi participer de votre réassurance. Consultez aussi les ressources en ligne. On en met beaucoup qui sont toutes d'accès gratuit sur le site de Parcoursup si vous souhaitez approfondir telle ou telle problématique. Je viens en slide suivante sur la phase qui débutera à partir du 18 janvier et qui s'étendra avec 2 dates postérieures à retenir. Un, la date du 9 mars, c'est la date limite pour formuler des vœux sur Parcoursup. Et puis la date du 6 avril 2023, qui est la date limite pour finaliser son dossier. Alors, qu'est-ce que ça veut dire
formuler des vœux et finaliser son dossier. Pourquoi 2 dates différentes? Formuler des vœux, c'est vous avez jusqu'à 10 vœux que vous pouvez formuler sur Parcoursup. Eh bien, le 10 mars, c'est trop tard, vous ne pouvez plus formuler de vœux pour de nouvelles formations. Par contre, vous devez finaliser votre dossier, c'est-à-dire qu'on y reviendra après, vous avez des éléments vous-même à produire dans votre dossier, et bien ça, vous avez jusqu'au 6 avril. Cet écart d'un mois entre les 2 dates, on l'a aussi construit par souci de cohérence et d'articulation avec le calendrier du baccalauréat, puisque pour cette année 2023, pardon, vous le savez, vous aurez à passer des épreuves d'enseignement de spécialité du 20 au 22 mars prochain, avec un intérêt, c'est d'intégrer ces notes-là dans votre dossier Parcoursup, donc qu'elles soient prises en compte par les responsables de formation du supérieur. Les dossiers que vous aurez finalisés au 6 avril seront examinés par les formations entre le mois d'avril et le mois de mai prochain. Alors, si je viens sur la slide suivante, qu'est-ce que ça veut dire s'inscrire sur Parcoursup? C'est très, très simple. S'inscrire, je reviendrai sur la question des sous-vœux, madame, ou monsieur, pardon. Qu'est-ce que ça veut dire les sous-vœux, enfin, s'inscrire sur Parcoursup, si on va sur la slide suivante? C'est une adresse mail valide et que vous consultez régulièrement, votre numéro de portable et votre identifiant national élève, qui est celui que vous avez sur les relevés de notes des épreuves anticipées du baccalauréat ou les bulletins scolaires. Si vous l'avez perdu, vous ne pouvez plus, vous demandez à votre lycée, ils vous le fourniront. Donc ça, c'est très simple. Un petit point aussi pour s'il y a des parents qui nous écoutent dans le réseau, je le dis, quand votre enfant va ouvrir son dossier Parcoursup, vous avez la possibilité de renseigner vos propres coordonnées de mail, de portable dans le dossier Parcoursup, et ça permettra qu'à chaque fois que j'aurai moi un échange avec le candidat, vous serez simultanément destinataire des mêmes messages que je lui adresse. Je crois que c'est un élément de réassurance, un élément parce que moi j'ai de l'expérience en 5 ans. Vous savez, il y a des échéances, des dates à retenir dans Parcoursup, et puis il y a parfois, il y a des dates qu'on oublie, il y a des dates qu'on laisse passer. Plus on est nombreux à la connaître, plus on a de chances de s'y tenir. Donc, n'hésitez pas à le faire. Je vous garantis la confidentialité de l'information que vous apportez. Elle ne servira qu'à ça. Alors, j'en viens à la question que posait, peut-être des questions sur les vœux, si on va sur la slide suivante, pour donner quelques grandes informations. Alors, sur Parcoursup, on peut formuler jusqu'à 10 vœux et ensuite on peut faire jusqu'à 10 vœux supplémentaires par la voie de l'apprentissage. Qu'est-ce que ça veut dire les sous-vœux? Alors, j'ai dit que les vœux, c'était 10 et la moyenne des vœux sur Parcoursup, c'est 12. Alors, pourquoi une telle différence? En fait, on essaye de s'adapter aux formations et à la réalité de la territorialisation des formations. Je vais essayer de donner quelques grandes lignes. Si vous êtes intéressé par les licences à l'université, généralement, il n'y a pas de sous-vœux dans les licences à l'université. Je le redis par exemple, vous voulez faire une licence de droit, vous choisissez 3 universités, ça vous coûte 3 vœux. Si par contre, quel que soit finalement, c'est le nombre d'établissements qui constitue le nombre de vœux, il y a très rarement de regroupement. Si par contre, vous allez sur d'autres types de formations, qui est un autre ensemble, les classes préparatoires, les BTS, les bachelors universitaires de technologie, qui sont proposés par les IUT, eh bien, dans ce cas-là, pour ces formations-là, vous faites un vœu sur le titre du diplôme et ensuite, vous pouvez choisir des établissements. Je vais essayer de donner des exemples. Vous êtes intéressé par une classe préparatoire scientifique, MPSI. Vous faites un vœu qui vous coûte sur MPSI et vous pouvez choisir jusqu'à 10 lycées différents qui proposent cette spécialité. Vous êtes intéressé aussi par PTSI, qui est l'équivalent un peu plus avec plus de physique, ou BCPST par exemple, ou une classe prépa littéraire, et bien là aussi, un vœu sur le titre du diplôme, en quelque sorte, ou de la voie de préparation au diplôme, comme dans les classes prépa, et ensuite, vous pouvez choisir jusqu'à 10 établissements qui le proposent. Au total, pour ce type de formation, vous pouvez choisir jusqu'à 20 sous-vœux, à vous d'équilibrer. Vous n'êtes évidemment pas obligé d'aller jusqu'au total de 20, mais ça vous donne une visibilité sur l'offre, la possibilité que vous avez de diversifier vos vœux.
Et puis, il y a une troisième situation qui est très spécifique aux écoles de commerce ou aux écoles d'ingénieurs, où, eh bien là, vous vous rattachez à un concours. Je vais essayer de prendre deux exemples sur la fois sur école de commerce et sur école d'ingénieurs. École d'ingénieurs, vous êtes intéressé par le concours de l'école des INSA, vous faites un vœu sur le concours des INSA et vous pouvez choisir parmi les 8 écoles des INSA qui sont présentes en France. Vous êtes intéressé par une école de commerce et notamment le concours Césame qui propose plusieurs écoles. Vous faites un vœu sur le concours Césame et ensuite vous pouvez choisir les écoles qui vous intéressent parmi ce concours et ça sans limite de vœux. Alors pour vous rassurer, il y a un compteur dans Parcoursup qui vous compte les vœux et les sous-vœux que vous allez produire, donc vous ne pouvez pas dépasser les limites. La limite de 10, et avec cette technique des sous-vœux, elle vous permet très largement de faire des vœux à la hauteur de la diversité de votre projet. Moi, je ne connais pas depuis 5 ans d'exemple de candidats qui n'aient pas eu assez de vœux pour répondre à leur projection d'études supérieures. Si on dépasse la limite de Parcoursup, ce qui techniquement n'est pas possible, mais ça veut dire qu'on n'a pas de projet et qu'on a arrosé un peu dans tous les sens. Ça, ce n'est pas la construction d'un projet d'orientation. Je l'ai dit, les vœux sont formulés librement par les candidats. Il n'y a pas de classement entre les vœux et chaque vœu donne lieu à une réponse. La date de formulation des vœux n'est pas prise en compte. Ça veut dire très concrètement que si on ouvre le 18 janvier, vous n'avez pas besoin de vous précipiter pour faire des vœux et les terminer le 18 janvier au soir. Ça n'a pas d'importance que vous arriviez le premier ou le dernier. Ce qui compte, c'est d'arriver avant le 9 mars 23h59. Et évidemment, tant que vous êtes dans la limite du avant le 9 mars 23h59, vous pouvez faire des vœux, les modifier, les raturer, les changer, tout ce que vous voulez. Ça, vous êtes dans le temps imparti pour formuler des vœux. Élément important, la formation n'a connaissance que des vœux que vous avez formulés pour elle. Vous pouvez très bien choisir, je pense, vous choisissez plusieurs lycées, chaque lycée n'a connaissance que du vœu que vous avez formulé pour lui, et donc les formations n'ont pas à vous demander quels sont les vœux que vous avez faits à côté. Soyez insensibles complètement à ceux qui vous feraient pression. En tout cas, toutes les formations qui rentrent sur Parcoursup s'engagent à travers une charte à s'éviter ce genre de pratique consistant à vous faire pression pour savoir ce que vous avez choisi. Ce n'est pas leur problème, c'est votre responsabilité et votre choix individuel. Je le dis parce que c'est lié aux vœux. Évidemment, ce n'est pas parce que vous n'avez aucune obligation de classer des vœux sur Parcoursup que vous n'avez pas dans votre tête votre propre hiérarchie. Il y a des vœux que vous préférez, il y en a deux que vous avez fait par sécurité en quelque sorte. Et sur Parcoursup, on vous permet de changer d'avis. Je vais donner des exemples très concrets. Vous avez fait 3 vœux, c'est un exemple parmi d'autres. Alors évidemment, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais quand on dit vous pouvez faire jusqu'à 10 vœux, vous n'êtes pas obligé d'en faire 10. Si vous en faites que 8, c'est bon aussi. C'est une limite maximale. Je donne l'exemple, vous avez fait 3 vœux, c'est juste pour l'exemple, ça n'a pas de réalité autre. Le premier jour, vous recevez une proposition d'admission sur le vœu qui vous intéresse. Vous avez tout à fait la possibilité, s'il est sur les 2 autres vœux, vous êtes en liste d'attente, eh bien, de les conserver. C'est-à-dire que vous acceptez ou vous renoncez à la proposition qui vous a été faite, et puis Parcoursup vous demandera est-ce que vous souhaitez garder les vœux qui sont en attente. Et vous avez le droit de les conserver. Et vous avez le droit d'accepter une première formation tout en gardant des vœux en attente. Et la formation n'a pas le droit de vous dire ah bah oui, mais je vous accepte que si vous acceptez définitivement ma proposition. Ça, c'est un de vos droits dont vous bénéficiez, c'est ce droit de changer d'avis. Je reprends mon exemple. Le premier jour, vous avez votre réponse, c'était abaisser vos vœux. Vous avez eu la réponse sur le vœu B, vous l'avez accepté et vous avez demandé à Parcoursup de garder le vœu A et le vœu C en attente parce que vous les préférez. On est 5 jours plus tard, vous avez une réponse sur le vœu C. À ce moment-là, ce que je vais vous poser comme question, c'est est-ce que vous voulez accepter le vœu C? Si vous l'acceptez, ça vient remplacer le vœu A que vous aviez accepté le premier jour et vous me rendez la place que je vais donner à un autre candidat en liste d'attente. Et vous voyez bien que vous avez possibilité. Et puisque vous avez finalement, il vous reste un vœu en attente, Parcoursup vous posera la question, est-ce que vous souhaitez conserver votre dernier vœu en attente? Donc, c'est un processus itératif. Quand vous avez des propositions, Parcoursup vous donne un délai pour choisir et vous informe, vous recevez un mail, un SMS, donc vous êtes bien informé pour choisir. Et à chaque fois, on vous demande, est-ce que vous souhaitez garder les vœux que vous avez encore en attente? C'est à vous de décider.
Si je prends maintenant un élément qui est important, puis ça va permettre aussi de faire aussi un lien directement avec les études que là vous conduisez actuellement, sur quels sont les éléments qui figurent dans mon dossier. Si on peut le voir sur la slide suivante. Merci. D'abord, il y a des éléments qui sont liés, alors je vais commencer par la gauche, des éléments qui sont renseignés soit par vous, soit qui sont des éléments qui sont renseignés par votre établissement. Le premier élément, c'est la lettre de motivation, projet de formation motivé. Ça, c'est un travail que vous avez à conduire, vous, avant le 6 avril et qui consiste, pour chaque vœu que vous formulez, à exprimer qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce qui vous intéresse, pourquoi vous faites le choix de cette formation. J'insiste, ce n'est pas un exercice académique, une dissertation, c'est 1500 caractères maximum. L'enjeu, c'est surtout de dire ce qui vous intéresse, pourquoi vous avez choisi cette formation, pourquoi peut-être cet établissement et pas un autre. L'enjeu est de parler de vous très simplement, de décrire, y compris les hésitations que vous avez pu avoir, y compris si vous n'avez pas forcément de projet professionnel complètement mûri ou abouti, mais que vous êtes dans une démarche et c'est cette formation qui vous intéresse dans ce cadre-là. Évidemment, quand je dis ça, alors pas besoin de faire rédiger par vos parents, ça arrive, mais par contre, ils peuvent vous relire parce que si vous faites 5 fautes dans la première phrase, ça parle de vous d'une manière générale, mais pas différemment de ce que vous faites quand vous êtes au lycée. De la même manière, pas besoin de récupérer des éléments sur Internet. On vous donne des conseils directement dans votre dossier, puis ça n'aurait pas de sens. C'est-à-dire que raconter au lycée Louis-le-Grand que vous aimez cette formation parce que c'est une formation de prestige, entre nous, ils l'ont déjà entendu 1,5 million de fois par an, sans doute, et ça n'apporte rien. Ce qui compte, c'est qu'est-ce que vous avez mûri comme projet et pourquoi c'est là que vous voulez aller. Je donne cet exemple, mais je pourrais évidemment en donner bien d'autres. Des pièces complémentaires. Alors, il y a parfois des formations qui demandent des pièces complémentaires. Ça peut être, je vais donner des exemples, dans les formations, dans les diplômes nationaux des métiers d'art, on vous demande une création artistique. Si vous êtes intéressé par STAPS, par exemple, on vous demande, il y a un petit questionnaire sur vos expériences d'encadrement, vos expériences d'engagement, vos expériences sportives, par exemple. Toutes les formations n'ont pas de demande de pièces complémentaires. Quand vous êtes, par exemple, sur une CPGE, vous n'avez pas de pièces complémentaires. Un petit point que j'ai oublié d'aborder et qui est important pour CPGE, il y en a certains d'entre vous qui sont intéressés par cette orientation-là. Dans beaucoup de CPGE, il y a à la fois, il y a souvent un internat qui est proposé. Vous pouvez faire un vœu pour la formation ou un sous-vœu pour la formation avec internat ou sans internat, ça vous compte qu'un seul sous-vœu. L'objectif, c'est d'éviter que vous puissiez dépenser trop de sous-vœux parce que vous êtes tenu vous souhaitez avoir un internat parce que, évidemment, vous allez étudier loin de chez vous et de votre domicile parental. Quatrième élément, la fiche à venir, elle est renseignée par votre lycée et par vos professeurs. Elle va comporter vos notes de premier et deuxième trimestre ou premier semestre de terminale. Elle va comporter des appréciations de votre professeur principal sur votre engagement, votre capacité de travail, vos méthodes de travail. Et elle va comporter, ce qui est important, une appréciation de votre proviseur sur votre capacité à réussir dans la formation ou la cohérence de votre vœu par rapport à votre parcours d'études. Cette fiche à venir, elle comportera aussi des éléments sur votre place, par exemple, dans votre groupe de classe. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes à quel rang vous vous situez dans la classe ou dans le groupe d'enseignement. Cette fiche à venir, elle n'est pas secrète. Vous verrez en visibilité tous les éléments chiffrés qui figurent dans cette fiche à venir et vous aurez, à partir du 1er juin, des dates de la phase d'admission, vous aurez accès, y compris aux appréciations portées par vos professeurs. Je vais vous dire, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de mystère. Les appréciations que portent vos enseignants ou le proviseur, ce sont des appréciations que vous aurez déjà entendues. C'est des choses qui sont le reflet finalement des dialogues que vous avez, qui sont le fruit du conseil de classe, qui sont le fruit d'échanges entre les enseignants et cet élève. Et moi, je n'ai jamais vu de difficulté où un élève apprend des choses qu'il ne connaîtrait pas déjà. Troisième
dernier élément que je voulais valoriser, et je m'y arrête parce que je pense que ça a du sens pour vous, c'est des informations spécifiques sur votre parcours. Quand vous êtes en section européenne, internationale et BIVAC, nous le signalons dans votre dossier. Vous le verrez vous-même dans votre dossier, vous verrez comme dans un miroir en quelque sorte, vous verrez que nous connaissons votre parcours et la spécificité de votre parcours. Et j'y ajoute, nous aurons aussi à donner, à voir cette visibilité-là et la spécialité de votre cursus aux formations du supérieur. C'est-à-dire que toutes les formations du supérieur verront quand vous êtes, par exemple, en BIVAC, si vous êtes en ABIVAC, un lycéen à BIVAC, les enseignements du supérieur auront dans leur dossier un petit tag, en quelque sorte, qui identifie cette particularité de parcours. Et nous avons prévu déjà depuis 2 ans, avec les responsables des associations, avec l'inspection générale, que nous puissions expliciter auprès des formations du supérieur quel est le sens de ces parcours particuliers. Parce que vous, évidemment, à BIVAC, ça vous parle pleinement. Il y a des enseignants du supérieur auxquels ça ne parle pas forcément. Il y a ceux qui spécialisent des langues, sans doute, pour qu'ils aient une bonne connaissance de cet environnement-là, mais le sigle lui-même n'est pas forcément complètement signifiant. Et certains d'autres enseignants dans d'autres disciplines ne connaissent pas. Et ce que nous faisons, c'est précisément de porter à connaissance des éléments de qu'est-ce que ça signifie d'être en BIVAC, en termes de compétences développées, en termes de richesse peut-être d'expérience que vous allez avoir. Et ça, nous le donnons à connaître auprès des formations du supérieur. J'ajoute qu'il y a des consignes qui sont passées chaque année par le ministère de l'Éducation nationale vers vos enseignants des classes internationales, européennes ou BIVAC, sur la manière de renseigner les notes, de manière à ce que les notes reflètent bien la particularité de votre parcours. Là aussi, c'est des consignes qui sont données, et il y a des consignes qui étaient données depuis 2021. On refera des consignes, là, la note est à la signature, je crois que l'encre n'est pas très loin d'arriver sur le papier, et que cette circulaire partira de manière à ce que tous les enseignants de ces sections-là puissent bien avoir en tête. On le fait aussi dans la perspective de la future création du BFI qui vient remplacer OIB à partir de 2024. Donc voilà, on y travaille avec vraiment cet objectif-là, que la spécificité de vos parcours puisse être complètement prise en compte et appréhendée par les formations du supérieur. Ça m'amène tout ça naturellement vers la colonne de droite, qui sont la question des notes, bulletins scolaires et notes de baccalauréat. Sur l'année de première, les bulletins scolaires, les notes des épreuves anticipées de français, écrit et oral, et celles des notes du contrôle continu pour les lycéens généraux et technologiques. Nous intégrerons pour les notes de première les notes harmonisées, c'est-à-dire une fois, puisqu'on les récupère en juin, une fois qu'il y a eu des harmonisations académiques. Pour l'année de terminale, on intègre évidemment bulletin scolaire premier, deuxième trimestre ou premier semestre. Et spécialité de cette année, spécificité, nouveauté, nous intégrerons les notes des deux épreuves terminales des enseignements de spécialité que vous avez retenus pour les classes de terminale, pour les lycéens généraux et technologiques. Et ces résultats compteront dans le dossier Parcoursup. Alors, je m'y arrête parce que juste pour donner aussi quel est le sens de cette évolution-là. Ce n'est pas jouer au calendrier simplement pour déplacer le mois de juin au mois de mars. Il y a une forme d'incongruité depuis beaucoup d'années qui fait que les résultats du baccalauréat, en fait, sont guère pris en compte dans l'admission à l'enseignement supérieur parce que les notes interviennent trop tard, elles interviennent au mois de juin, enfin au début du mois de juillet, classiquement. Cette situation, elle est un peu dérangeante parce que le baccalauréat a un poids symbolique très fort, il a un poids aussi pour vous, hein, et c'est bien naturel. La deuxième chose, c'est que c'est étonnant dans la mesure, cette situation est un peu ubuesque dans la mesure où les épreuves terminales, l'intérêt aussi, c'est d'avoir des épreuves nationales avec des corrections, enfin elles sont anonymes, elles sont des corrections par d'autres enseignants que ceux qui vous connaissent, donc elles sont détachées de votre lycée. Or, vous le savez, ce n'est pas à vous que je l'apprends. Souvent, moi, j'ai des interpellations sur Monsieur Théillard, oui, mais les notes sont différentes d'un lycée à l'autre, et donc comment on compare? Monsieur Théillard, ce n'est pas lui qui fait les notes, c'est pas moi qui fais la diversité des lycées, et sans doute qu'elle fait partie aussi, et même, vous le savez mieux que moi, puisque maintenant que vous êtes en terminale, vous avez un métier d'élève depuis au moins 16 ans.
ou 14 ans au moins pour tout le monde. Vous savez très bien que ça peut dépendre aussi des enseignants. Ce n'est pas qu'une réalité de lycée, c'est une réalité aussi entre les enseignants. Et ça fait partie, à partir du moment où il y a un dispositif, il fonctionne avec des humains, il y a une diversité. Après, si vous avez besoin de plus d'objectivité dans l'analyse de vos résultats, eh bien, d'intégrer les notes des EDS qui participent très largement. Donc, c'est à la fois revaloriser le baccalauréat et objectiver un peu mieux l'analyse des candidatures. En tout cas, c'est un élément très attendu par les formations du supérieur pour apprécier la réalité des candidatures. Si on passe à la slide suivante, pour vous donner un aperçu, c'est la phase d'admission, pardon, juste avant, voilà, la phase d'admission qui se déroule entre le 1er juin 2023 et le 13 juillet 2023. C'est une phase dans laquelle vous recevez des propositions. Alors, si on peut être juste, voilà, c'est parfait. La phase d'admission, donc elle dure un peu plus d'1 mois et demi, et vous recevez des propositions d'admission et vous devez décider. Décider, c'est pas simple. Mais c'est la finalité quand même de ce processus-là, parce que l'objectif, c'est bien de pouvoir décider de la formation à laquelle on va accéder à partir de la rentrée. Je ne rentre pas forcément plus dans le détail, puisqu'il y aura beaucoup d'éléments dans votre dossier, puis on refera beaucoup d'informations directement destinées à vous, de manière à bien comprendre ce qui se passe dans la phase d'admission. J'en viens peut-être à quelques conseils que je donne sur la slide un petit peu de synthèse. D'abord, prendre connaissance du calendrier 2023, des modalités de fonctionnement sur la plateforme. Vous verrez à partir de mardi prochain, il y a pas mal de petites vidéos tutos, de fiches d'information qui vous permettent de comprendre. Soyez serein, Parcoursup, c'est simple. Il y a déjà eu 4,5 millions d'usagers. Et comme Madame Basse l'a dit tout à l'heure, j'en suis au 3e exercice avec vous. Donc, si jamais ça ne marchait pas, j'aurais été disqualifié pour la 2e semaine. Donc, je suis toujours là. Donc, ça veut dire que ça doit être une forme de simplicité. Évidemment, ça n'empêche pas le stress, ça n'empêche pas l'angoisse, parce que c'est un moment important sur lequel on a à faire des choix par rapport à des perspectives qu'on ne sait peut-être pas complètement avec certitude. Moi, je vais vous dire, et puis il y a d'autres, vos enseignants, d'autres adultes qui sont là, il y a beaucoup de choix professionnels, on ne les fait pas avec davantage de certitude que ceux que vous faites vous. À ce moment-là, je crois qu'il faut, voilà, et tous les avenirs sont possibles. Moi, je veux aussi relativiser la portée de ce choix. Vous n'êtes pas au bout d'un plongeoir à sauter d'un plongeoir de 10 mètres sans savoir si l'eau est chaude ou froide. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous verrez, vous aurez plein d'autres choix. Donc, relativiser. Et l'important, c'est pas de réussir Parcoursup. L'important, c'est de réussir ses études. C'est ça qui est très différent. Et son insertion. Donc, faut pas se tromper de cible. Et c'est ça qui est important. Pour cela, pour pas se tromper de cible, allez-y aussi, ne pas s'y prendre à la dernière minute pour préparer son projet d'orientation, pour explorer le moteur de recherche, pour consulter les fiches formation ou pour dialoguer et profiter des opportunités pour partager. Moi, le symbole, ce qui serait vraiment le signal d'un échec par rapport à l'admission de tel ou tel d'entre vous, c'est si au bout de 3 jours, vous apercevez que la formation dans laquelle vous êtes n'est pas celle qui vous convient. Ça, c'est un échec. Parce que vous avez perdu, vous, du temps, et puis moi, j'ai perdu dans ma mission qui est de vous accompagner à faire le bon choix. Évidemment, c'est une mission qui dépend aussi de vous et de la manière dont vous vous investissez dans cette fonction-là. Mais il n'y a pas de question stupide. Profitez vraiment de ces opportunités pour vous rendre compte. Réunissez les éléments pour créer votre dossier. Vous voyez, à compter du 18 janvier 2023. Alors, je ne sais pas, moi, c'est ne pas s'y prendre à la dernière minute, mais il n'y a pas besoin de se précipiter. Voilà, il y a un rythme à trouver un peu entre les deux. Alors, je dis ça avec beaucoup d'humour, et puis moi-même, je remplis mes impôts, je ne crois pas très loin du dernier jour, donc je me sens tout aussi coupable que vous le serez vous. 80% des élèves vont faire leurs vœux dans les 3 ou 4 derniers jours. Mais néanmoins, je m'attache, moi, à porter ce message-là. Quand on fait ça le dernier jour, c'est vous qui vous mettez de la pression tout seul. Ce n'est pas Parcoursup qui vous met de la pression, c'est vous qui vous mettez de la pression. Donc, prenez du temps. Si on ouvre à partir du 20 décembre la visibilité, c'est précisément que vous y passiez du temps pour regarder avant, dans un moment qui est un peu plus tranquille, pendant les vacances de Noël aussi. Dernier conseil qui est pour moi le plus important,
faites des vœux, parce qu'on me dit toujours, M. Théard, c'est quoi la bonne stratégie? La bonne stratégie, c'est de faire des vœux qui vous intéressent. La motivation, c'est l'élément le plus important de votre réussite dans les études supérieures. Pensez à diversifier vos vœux en consultant les informations disponibles sur Parcoursup et surtout évitez de ne formuler qu'un nombre très limité de vœux. Je vais donner 2 exemples pour ça, pas pour mettre la pression, mais parce que ça me paraît important de l'avoir bien en tête. On peut diversifier des vœux. Qu'est-ce que ça veut dire? On peut diversifier ses vœux en prenant plusieurs types de formations qui correspondent à des pédagogies différentes, mais en allant dans le même environnement. Je vais donner un exemple. Vous êtes intéressé par l'informatique, vous pouvez faire une prépa informatique, vous pouvez faire un but informatique, vous pouvez faire une licence d'informatique, vous pouvez même faire une école d'ingénieur avec de l'informatique largement dans son programme d'enseignement. Diversifier ses vœux, ça peut être d'un point de vue territorial. Je souhaite aller dans l'établissement en proximité, je souhaite aller y compris plus loin parce que j'en ai la possibilité. Diversifier ses vœux, c'est aussi regarder les informations qui sont sur Parcoursup pour donner des indications. Est-ce que cette formation est extrêmement demandée ou pas? Je vais prendre parce que chaque année, moi, j'ai des lycéens. Alors, des fois aussi, ils s'expriment dans les médias en disant « Oui, mais Parcoursup, j'avais un très bon dossier, je n'ai pas été retenu, donc c'est la faute à Parcoursup. » Il y a 15% des lycéens qui ont une mention très bien, il y a 40% des lycéens généraux qui ont une mention bien ou très bien. Donc, quand on a un très bon dossier, on n'est pas seul. Je vais donner même un exemple très précis pour essayer d'exprimer très clairement ce que je pense et ce que je dis. En 2021, combien il y avait de lycéens qui avaient la mention très bien au baccalauréat en ayant pris maths, physique, chimie, plus l'option maths experte et qui voulaient faire une prépa MPSI? Ils étaient 13 000. Combien il y a de places dans une MPSI à Saint-Louis, à Ginette, enfin, vous voyez, dans des très grands lycées, il y en a 48. C'est ça le format d'une prépa. Vous voyez bien que si vous êtes 13 000 à être sur 48 places, il y a un peu de sélection. Donc ça, il faut l'avoir en tête. Encore une fois, vous devez, vous pouvez, vous avez le droit d'être ambitieux, c'est très bien. Mais pensez aussi à diversifier vos vœux, à ne pas mettre tous les mêmes. Moi, j'ai des fois des élèves brillants, mais qui disent j'ai fait que 2 vœux sur des formations très sélectives. Ben, voilà, c'est prendre un risque. Dernier point, c'est sur la dernière slide en 20 secondes. Vous n'êtes pas tout seul et vous avez des moyens que nous puissions vous accompagner. À la fois, il y a un numéro vert qui ouvrira à partir du 18 janvier. Il y a une messagerie contact dans le dossier Parcoursup que vous découvrirez. On répond à peu près de 300 000 messages chaque année. Et puis, il y a des réseaux sociaux sur Parcoursup, Twitter, Instagram ou Facebook, pour suivre l'actualité, pour recevoir y compris des conseils individuels quand on a une difficulté. Voilà pour ce panorama un peu large de l'horizon Parcoursup et de l'année de terminale dans le parcours Parcoursup. Évidemment, je peux prendre plusieurs questions pour répondre à vos interrogations. Merci, Monsieur Théard, pour cette présentation détaillée, motivante également. Les élèves ont compris qu'il y a plusieurs phases et qu'il y a un enjeu à multiplier les vœux. Plusieurs questions se sont accumulées. Je laisse la parole à Monsieur Lapalu et Madame Poncin pour les relayer. Ok, eh ben, je vais commencer. Alors, il y avait une première question sur les vœux et les sous-vœux, hein. Il y en a eu plusieurs. Donc, la première, c'était si on demande plusieurs formations dans un même établissement, cela compte-t-il comme des sous-vœux? Alors, ça dépend de quoi on parle. Par exemple, je reprends mes 3 grandes catégories. Si vous demandez dans une université 3 licences, le droit, sciences politiques et histoire, ça vous fait 3 vœux. Si vous demandez dans un lycée qui a plusieurs classes préparatoires, imaginons que vous demandez une prépa littéraire, la prépa scientifique, ben, vous êtes au niveau des sous-vœux, c'est ce que j'ai expliqué, parce que c'est au niveau des vœux, c'est un vœu, mais ça vous fait des sous-vœux.
Donc, ça dépend du type d'établissement. Là aussi, rassurez-vous, Parcoursup vous donne l'indication quelle est la nature du vœu ou sous-vœu. On verra donc si l'élève qui a posé cette question va en poser une autre. Ah non, voilà, visiblement, Voilà. elle est contente. Et je le redis parce que c'est important, on peut faire dans le même établissement une prépa, un sous-vœu avec internat, un sous-vœu sans internat, ça ne compte que pour une fois. Oui. Ensuite, il y avait une question qui ne me semble pas très claire. Est-il possible de faire plusieurs vœux d'une même filière pour avoir plus de sous-vœux? Oui, c'est-à-dire, par exemple, vous êtes intéressé par des formations en santé, vous voulez faire sur, par exemple, le parcours Accès Santé, le PASS, vous pouvez prendre plusieurs PASS correspondant à plusieurs universités proposées. Ok. Et alors ensuite, ah oui, est-ce qu'on peut faire un vœu et le modifier ensuite? Alors oui, dans la limite du délai pour formuler ses vœux. C'est-à-dire que je crois qu'il y avait quelqu'un tout à l'heure qui a posé la question en disant est-ce que je peux changer d'avis, modifier, etc. Oui, vous pouvez modifier les vœux jusqu'au 9 mars, 23h59, mais le 10 mars, moi, je ne fais pas de troc. Vous voyez, si vous m'en rendez un en disant je vous en rends un, puis je voudrais échanger contre machin, non, c'est fini. Donc voilà, prenez le temps. Ça paraît peut-être insurmontable aujourd'hui, mais vous verrez que non, en fait. Merci. Oui, il y avait une question un petit peu spécifique pour les élèves, pour nos élèves en Abibac, par rapport aux formations proposées par l'UFA, par l'Université franco-allemande. Mais donc, certains élèves se demandent comment il faut pratiquer pour postuler à ces différentes formations de l'UFA. Est-ce qu'il faut passer par Parcoursup? Est-ce que ça dépend des formations? Est-ce qu'on peut passer par l'Allemagne? Voilà, je ne sais pas si sur cette question-là, vous avez des éléments. Quel est le statut de l'université franco-allemande si elle est, parce que moi je n'intègre que des formations qui sont en France, alors pas des formations, je suis pas sûr, ça me dit rien, mais je suis pas assez connaisseur. Oui, voilà, mais c'est-à-dire qu'on a déjà proposé, je le dis aux élèves, on a proposé déjà une présentation de l'UFA pour la table ronde d'ouverture, donc je les renvoie à cet enregistrement. Mais par exemple, les IEP ou Sciences Po Paris proposent une filière franco-allemande. Alors peut-être que sur ce point-là, vous avez des éclairages. En tout cas, les Sciences Po, que ce soit Paris ou les Sciences Po en région, sont tous présents sur Parcoursup. Voilà. Et tous les lycéens qui passent un bac comme celui que vous passez sont sur Parcoursup et doivent formuler des vœux sur Parcoursup. Entendu. Merci. Il y avait aussi finalement une question qui pose un élève se demandait, je retraduis avec mes mots peut-être sa question, mais est-ce que depuis la mise en place de Parcoursup, est-ce que finalement les enseignements du supérieur, est-ce que le supérieur s'est adapté? Est-ce qu'il y a eu une adaptation? Puisque le calendrier n'est pas tout à fait le même, il y a ces épreuves qui vont se dérouler un petit peu plus tôt, donc par rapport au traitement des questions au programme, ça peut avoir un impact. Et donc, est-ce que vous avez l'impression, est-ce que vous avez des retours là-dessus sur l'adaptation Alors, ce qui est rassurant aussi, c'est que le supérieur, ce sont des enseignants à la fin. C'est des vrais gens qui aussi doivent compter, et donc c'est aussi un message subliminal, pour encourager l'échange d'expérience, l'échange de pratiques, parce que autant c'est difficile pour les enseignants du secondaire de connaître la pédagogie, de connaître les programmes, de connaître la diversité des formations du supérieur, autant il peut être parfois aussi difficile pour les formations du supérieur de prendre en compte toutes les évolutions des programmes du côté de l'enseignement secondaire. Néanmoins, ce travail se fait. Les formations du supérieur, moi j'ai un principe simple, c'est que de toute façon, il y a une évolution qui a été portée par la réforme du baccalauréat pour ouvrir la diversité des profils. Toutes les formations ne sont pas encore arrivées au même degré de maturité sur la prise en compte de la diversité des profils, et pour autant, c'est un message institutionnel qui est porté très fort, à la fois de manière solidaire par l'enseignement secondaire, par les deux ministres d'ailleurs,
et que les deux ministres auront prochainement l'occasion de porter vers l'ensemble des chefs d'établissement ce message, voilà, vers la diversification des profils. Ils le font en adaptant aussi leur pédagogie, ils le font vers plus de personnalisation de parcours. Et puis, il y a un élément aussi que je voudrais redire, qui est une vérité, sans doute j'enfonce un peu une porte ouverte, mais c'est jamais mal de le faire pour rappeler et pour rassurer. Les formations du supérieur, l'élément le plus déterminant, ce ne sont pas les enseignements de spécialité choisis, c'est le niveau scolaire. Alors là aussi, voilà, c'est pour ça que je dis que j'enfonce une porte ouverte, c'est-à-dire qu'un élève qui est très, très, très brillant, quels que soient les enseignements de spécialité qu'il a pris, il continuera à être un élève qui intéresse les formations du supérieur parce que l'excellence de ses résultats peuvent traduire une autonomie, une capacité de travail, une conviction, une détermination. Alors, sans doute y a-t-il des enseignements scientifiques pour lesquels il faut une base, évidemment, scientifique forte pour y accéder et y réussir. Mais dans beaucoup d'autres formations, quel que soit le profil, c'est bien le niveau scolaire qui compte. Et je le dis pour répondre à aller dans le sens de votre question, peut-être que je le subodore, c'est que nous donnons aussi dans Parcoursup une information sur les parcours qui sont recommandés au lycée pour accéder à telle ou telle formation. C'est aussi un élément. Vous me direz, on est en terminale, voilà, mais c'est bien aussi que dans la durée, des élèves qui sont en seconde, des élèves qui sont en première, qui se projettent vers l'enseignement supérieur, puissent aussi regarder voilà, quels sont les éléments qui sont plus propices pour permettre une réussite dans les études que d'autres. Entendu, merci beaucoup. Émilie, tu voulais… Oui, alors là, il y a une question qui vient de s'afficher, qui est à mon avis importante. Avec un avis-bac, on peut postuler dans tous les établissements en Allemagne, mais leur réponse arrive début août, donc après le 13 juillet. Peut-on accepter son premier choix en France, puis le refuser si on apprend ensuite qu'on est pris en Allemagne? C'est une très bonne question, parce que, en fait, moi, mon conseil, c'est que vous avez intérêt à jouer les deux tableaux. Faites des vœux par précaution parce que vous ne savez pas finalement où vous irez. Vous ne savez même peut-être pas encore aujourd'hui ce que vous préférez choisir vous-même, indépendamment des réponses que vous avez. Vous avez intérêt à faire Parcoursup et puis si jamais vous avez en parallèle, on vous demandera au mois d'avril, est-ce que vous avez un autre projet que celui d'être sur Parcoursup, sur une formation qui est présente sur Parcoursup? Et donc vous pourrez répondre qu'évidemment oui. Évidemment, c'est une information que je garde pour moi, je ne la transmets pas aux formations, mais je trouve que c'est intéressant. Imaginons qu'au mois d'août, vous recevez une réponse de l'université, je crois, à Francfort, et qui vous accepte dans une formation qui vous intéresse, eh bien, vous pouvez vous désinscrire de Parcoursup. À ce moment-là, moi, je récupérerai les places. Je dirais même que le comportement citoyen, c'est de se désinscrire de ce Parcoursup parce que vous avez trouvé votre bonheur ailleurs. Et de ne pas garder une place sur Parcoursup alors même que vous n'allez jamais accéder à cette formation. Ça, c'est voilà, c'est entre nous, et je le dis parce que c'est important. Il y a des élèves, des fois, qui font un peu ça. Mais en tout cas, vous avez intérêt, tant que vous n'êtes pas certain, de maintenir finalement vos engagements sur les deux types de processus d'accès à l'enseignement supérieur pour vous préserver le maximum d'opportunités. Alors, merci beaucoup. Il y avait aussi une question, il faudrait peut-être… alors d'abord, la dernière, là, j'ai entendu parler pour les CPGE et les INSA d'une première sélection sur le rang dans la classe. Est-ce que l'ABIBAC est pris en compte dans cette première sélection? Oui. Dans la fiche à venir, je disais que vous avez des informations sur vos notes, mais aussi le rang. Alors, plus que souvent dans la classe, c'est ici dans le groupe d'enseignement. Il y a un élément supplémentaire qu'on va apporter cette année avec les résultats du baccalauréat. On espère travailler sur des statistiques qui seraient liées aussi aux résultats dans le baccalauréat. C'est-à-dire, voilà, quel est votre résultat au baccalauréat et comment vous vous situez par rapport à l'ensemble des élèves qui ont passé le même type d'épreuve de l'enseignement de spécialité considéré. L'intérêt par rapport à l'appréciation du rang dans la classe, c'est que là, c'est un contingent statistique beaucoup plus important et vous n'êtes pas lié à la classe dans laquelle vous êtes tombé ou vous êtes fort dans une classe de moyen, moyen dans une classe de très fort. Enfin, vous voyez, on peut avoir ces débats très longtemps. Là, c'est sur toute la population statistique qui passe le baccalauréat, ce serait beaucoup plus fiable. Donc, c'est des éléments sur lesquels on travaille. C'est pour ça que je disais que tout à l'heure,
intégrer les notes d'enseignement de spécialité dans le dossier Parcoursup, c'est à la fois permettre de rendre compte du travail que vous avez accompli sur des enseignements que vous avez choisis depuis la seconde, et c'est en même temps donner des éléments davantage d'objectivité dans l'analyse des candidatures parce qu'ils sont sortis, extraits de la logique du lycée dans lequel vous avez poursuivi vos études secondaires. Je me permets d'ajouter, M. Teilhard, que la BIBAC est référencée et repérée par les cursus du supérieur de plus en plus, et que cette mention est apparente et sur les bulletins et sur les livrets et dans les appréciations, et que donc c'est un fléchage qui est visible pour le repérage des élèves et qui permet aussi de comprendre à quel type d'élèves les formations ont affaire. Exactement. Je crois que nous avons le souci, moi, c'est de rendre compte de qui vous êtes. Vous avez, alors je l'ai peut-être omis dans ma présentation, mais en tout cas, ce n'est pas dans le texte, mais c'est peut-être dans ce que j'ai dit. Il y a une rubrique qui s'appelle Activités et centres d'intérêt, dans lequel vous pouvez manifester et dire qui vous êtes. Et je pense qu'au-delà de l'information que moi j'apporte à travers votre dossier Parcoursup et qui remonte de votre lycée, ça n'est jamais indifférent de dire ce que vous faites. L'investissement que vous pouvez avoir dans vos études, qui sont par exemple une passion aussi pour, là en l'occurrence l'Allemagne, et peut-être des séjours que vous y avez faits, parce que néanmoins ces éléments-là qui vous sont personnels, ils donnent des renseignements aussi sur votre autonomie, votre goût, votre ouverture au monde, votre capacité d'autonomie. Je dis ça, alors moi je n'ai pas fait à BIBAC, mais j'ai fait de l'Erasmus dans mes études, ça a changé ma vie en termes d'autonomie. Et je pense que voilà, toute la découverte et l'ouverture à l'autre et l'ouverture des horizons qui doivent être sans doute dans les ingrédients aussi des enseignements que vous recevez dans la spécificité de la formule à BIBAC, ils ont un impact aussi sur votre capacité, votre maturité. Et ces éléments-là sont aussi regardés, appréciés et recherchés par les formations du supérieur. Alors, peut-être encore une question sur l'égalité des chances. Quels sont les dispositifs mis en place par Parcoursup pour favoriser l'égalité des chances? Il y a une spécificité sur Parcoursup à ce sujet, je crois, M. Teilhard. Alors, je vais en donner 4 points. 1, il y a une priorité d'accès qui est donnée pour les bacheliers professionnels vers les BTS, pour les bacheliers technologiques vers les IUT. Pourquoi on le fait? Parce que ce sont dans ces formations-là que ces bacheliers-là réussissent le mieux et que l'objectif de la poursuite d'études est un objectif de poursuite d'études réussi et pas d'échec. Donc, nous avons cette logique prioritaire. Il y a une deuxième priorité dans Parcoursup, une troisième, si je divise en 2 BTS et IUT, ce sont les lycéens boursiers de l'enseignement secondaire pour lequel il y a une priorisation. C'est un objectif législatif qui a été donné, qui est destiné à tenir compte du fait que statistiquement, ce que l'on constate, c'est que l'enseignement supérieur a du mal à s'ouvrir à des catégories plus modestes et qu'il est plutôt investi par des populations plutôt de niveau supérieur et qu'il s'agit d'ouvrir une logique de démocratisation. Donc, nous tenons compte d'une priorité donnée aux lycéens boursiers. Enfin, il y a un dernier élément, je ne sais pas si ça intéresse vos établissements, mais qui est ce qu'on appelle les cordées de la réussite, qui sont des dispositifs de partenariat entre établissements du supérieur et lycée dans lesquels on essaye de développer l'ambition scolaire d'élèves. Bien, nous valorisons des parcours qui sont ceux de lycéens qui se sont inscrits dans des parcours de cordée de la réussite. Merci beaucoup. Une toute dernière peut-être précision concernant la balance entre le poids des algorithmes et ce qui peut être le bulletin, les appréciations. Est-ce qu'on peut rassurer, informer nos élèves à ce sujet? Alors, je vais essayer de déconstruire un petit peu je ne sais pas, en tout cas, la spécificité du mot algorithme, c'est que personne ne comprend exactement ce que ça veut dire. Alors, ça laisse le charme à la poésie et à la créativité, et en même temps, ça crée énormément de fantasmes. Donc, il n'y a pas sur Parcoursup un algorithme qui est une espèce de Deus ex machina qui vient et puis qui décide de votre avenir. Ça n'existe pas. Il y a par contre des formations du supérieur, des enseignants du supérieur
qui définissent des critères. Et à partir de ces critères, ils prennent en compte une réalité et ils intègrent des notes. Je vais donner des exemples très concrets. Vous voulez faire une licence de mathématiques, on va sans doute prendre en compte les notes de mathématiques et on va sans doute les pondérer pour les formations du supérieur en se disant, voilà quel poids j'attribue à cette note-là, voilà par rapport à la maîtrise de l'écrit peut être aussi importante dans les enseignements de mathématiques, j'ai besoin de prendre cette note de français écrit et d'apprécier. Et finalement, en prenant… en fait, les algorithmes, ce sont des critères. Vous savez que la CNIL qui s'occupe des sujets d'algorithmes et de protection des données individuelles qui sont associées, elle dit qu'une recette de cuisine, c'est un algorithme. Et la réalité, c'est que oui, puisque vous avez… Alors, je ne suis pas spécialiste en cuisine, mais entre les œufs, la farine, la levure et le beurre, vous avez bien des ingrédients différents que vous allez pondérer par un poids pour chacun. Voilà. Mais ce qu'il ne faut pas perdre de vue, moi je vois par exemple qu'il y a des grandes formations très sélectives qui n'ont jamais utilisé de fichier Excel pour examiner les dossiers, qui les examinent à la main, mais à la fin ça revient au même. Elles ont les mêmes critères qu'une formation qui reçoit 5000 candidats et qui va intégrer dans un fichier Excel pour les 5000 candidats, quelle est leur note de mathématiques, quelle est leur note de français, quelle est leur note d'enseignement commun, de tronc commun, par exemple. Voilà, donc moi, je veux déconstruire cette réalité-là. Premier point. Deuxième point, et là où votre question elle est pleinement pertinente, c'est qu'est-ce que l'on dit aux formations supérieures pour qu'elles soient plus transparentes sur les critères qu'elles utilisent. C'est ça, finalement, derrière la question. Peu importe qu'ils utilisent un outil pour les aider ou pas, la question c'est quels critères utiliser. Donc vous verrez sur Parcoursup à partir du 20 décembre, on a fait travailler les formations elles-mêmes pour qu'elles puissent être plus transparentes sur les critères qu'elles utilisent. Que vous ayez par famille une forme de pondération sur 100%, voilà combien de poids est accordé aux résultats scolaires, voilà combien de poids est accordé à la motivation ou à l'engagement, voilà la part de points qui est accordée à tel ou tel élément. Ça, vous le verrez à partir du 20 décembre dans votre dossier. Il y a une frontière que je n'ai pas encore franchie. Alors peut-être que celle que vous voudriez me voir franchir, mais je ne la franchirai pas, en tout cas tant que je suis là, c'est « Ah oui, mais moi, ce que je voudrais, c'est pas que vous me donniez des éléments un peu généraux qui me permettent, je veux savoir chaque élément, qu'est-ce qui compte. » Alors ça, voilà, quête d'absolu, il y a un moment, on peut aller très très loin avec ça. Mais à la fin, qu'est-ce que ça produirait si je fais ça? Ce dont je suis certain, c'est qu'on ira vers une mécanique d'automatisation complète. C'est-à-dire qu'on résumera les gens en disant vous êtes une note de maths, vous êtes une note de physique, vous êtes une note de etc. Et on mettra, et en 5 minutes, alors ça ira beaucoup plus vite. Par contre, c'est quoi votre attente à vous? C'est votre attente à vous, elle est évidemment de connaître les éléments d'enjeu, de critères pour faciliter votre orientation, pour finalement anticiper est-ce que je peux être retenu ou pas retenu. Mais c'est votre attente aussi, c'est qu'on prenne en compte votre situation individuelle. Plus je vais vers l'automatisation, moins je prends en compte les dossiers individuels. Moi, je ne suis pas enseignant, mais j'ai été président de jury de formation dans beaucoup de formations, beaucoup de concours de fonctionnaires. À chaque fois, il m'est arrivé dans des concours de repérer qui, à travers un oral, un entretien oral, qui, à travers une production écrite, quelqu'un qui n'avait pas exactement le profil et qui, pour autant, me semblait devoir être retenu à l'issue du concours. Je ne l'ai pas fait parce que c'était exactement les critères, je l'ai fait parce que je suis un professionnel et que je me représente et qu'on m'avait désigné pour être un professionnel, pour participer à ces… et que j'ai estimé que cette candidature-là, elle devait être retenue. C'est la même chose pour les formations du supérieur. C'est-à-dire que si on s'enfermait dans une logique absolument précise avec chaque note au pourcentage près, vous perdriez totalement la possibilité de vous en extraire, pour y compris pour prendre des profils particuliers, pour tenir compte de situations particulières qui vous intéressent parce que vous êtes. Et il faut toujours vous représenter, là encore une fois, c'est mon dernier mot pour vous rassurer, les enseignants du supérieur ne sont pas là pour éliminer les gens. Ils sont là pour… parce qu'ils peuvent avoir beaucoup de candidatures, ils sont là pour faire un examen qui va permettre de retenir les étudiants qui seront les mieux à même de réussir dans leur formation. C'est ça l'ambition. Accueillir des étudiants qui ont le profil adapté à la formation considérée, qui vont pouvoir y réussir pour ensuite s'insérer professionnellement dans des métiers passionnants et enrichissants. Voilà, moi je le dis, je fais confiance aux enseignants, aux vôtres. Je fais aussi confiance aux enseignants du supérieur pour faire cet examen-là. Mais vous avez raison d'être plus exigeant sur la transparence. On essaie d'y apporter.
croyez-moi, ils ne m'apprécient pas toujours pour cette demande-là, mais moi, je la considère comme pleinement légitime. Merci, Monsieur Teilhard, pour votre confiance. Merci aux élèves d'avoir suivi cette visioconférence. Nous rappelons que toutes les visioconférences, séquences faites avec, avec le supérieur, des formations du supérieur, sont en ligne sur le site de Réseau Abibac. Vous tapez Réseau Abibac sur Google, vous allez tomber sur notre site et vous aurez donc la possibilité de visionner ces visioconférences qui ont été riches en informations spécifiques qui ont donc concerné à peu près tous les domaines d'études que vous puissiez envisager. Le message final, c'est bon courage, évidemment, pour cette dernière ligne droite. Et tout d'abord, bonnes vacances, reposez-vous un petit peu, pensez aux fêtes, soyez prêts à repartir au mois de janvier pour cette dernière ligne droite. Donc, nous vous souhaitons bonne chance, bon courage. N'hésitez pas à revenir vers nous, vers vos enseignants, à reposer les questions sur l'Abibac. L'Abibac doit être un plus pour vous. Nous y travaillons avec Réseau Abibac, avec nos partenaires, avec le ministère, avec Monsieur Teilhard qui, encore une fois, nous est fidèle et nous vous remercions, Monsieur Jérôme Teilhard, de votre présence et de votre réactivité aux questions de nos élèves, nombreux encore ce soir. Bonne soirée à tous, bonnes vacances prochaines et à bientôt avec Abibac et le réseau Abibac. Au revoir. Et merci à tous les collègues qui ont permis la réussite de ces belles séances, notamment Émilie Poncin, Héloïse Ménard, Edith Weber, Christophe Lapalu, et j'en oublie certainement tous les collègues qui ont animé ces nombreuses soirées pendant 3 semaines. Ça a été un véritable marathon. Merci à eux. Ce sont eux qui font vivre Réseau Abibac et qui nous permettent de faire valoir aussi cette filière à laquelle nous tenons très particulièrement auprès des formations du supérieur. Nous rappelons que nous sommes présents au Forum franco-allemand à Strasbourg et que chaque année, les collègues, le réseau vantent, racontent ce que sont les élèves Abibac auprès des formations du supérieur qui sont présentes à ce forum. Et nous précisons que nous sommes très fiers d'être de plus en plus et toujours plus repérables en termes de spécificité en allemand et pour cette filière qui nous est chère dans le système. Voilà, merci à tous, bonne soirée et à très bientôt.